Bonjour, est-ce que vous me voyez? Cool. Bon, désolé pour l'attente, c'était pas du tout que je voulais me faire attendre. Mais bon, ça c'est juste un bouton qui ne marchait pas. Merci pour l'attente dans tous les cas. Et on va commencer tout de suite pour pas vous faire attendre. Yes. Donc j'espère que vous voyez. Euh, j'ai l'impression, moi je m'appelle Christian Garrido, je suis développeur Android chez Le Bon Coin. Et aujourd'hui, on vient à parler sur la restauration du procès avec les architecture components que nous fournit Android. Donc, vous connaissez déjà, mais il faut le dire. Le Bon Coin aujourd'hui, c'est le marketplace numéro un en France pour les Français, fait par des Français. Bon, moi, je suis chilien, mais bon. Et on est 1400 employés, dont on a une équipe de 22 développeurs Android. L'application compte avec 17 millions de téléchargements et notre code base, il est constitué de 260 000 lignes de code. Donc aujourd'hui, on a passé 76 en Kotlin, 24 restants en Java, et on a environ 171 modules Gardel. Pour l'agenda d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler un peu des life cycles basiques du procès. On va comprendre qu'est-ce qui est fait en save in state par défaut et comment on peut s'en servir. On va partir sur une implémentation basique avec un view model pour faire support à la sauvegarde d'instance. Et on va aussi présenter comment est-ce qu'on intègre save et state module pour le view model sorti par Android X. Et tout enfin, comment on peut s'abstraire aussi pour la création de toutes les factories qui sont autour pour élever des boilerplate code. Ah mince, je voulais vérifier ça. Donc, désolé, j'ai oublié le partage d'écran. Désolé, j'étais un peu nerveux. Là, vous voyez, non? C'est bon? Ah, désolé, hein. Donc, on recommence. Je vais parler juste de l'agenda jusque-là. Lifecycle en Service State, View Model en implémentation basique, la nouvelle librairie qui est récente, quelques mois, de Service State et module pour le View Model, et comment s'abstraire un peu de boilerplate code qui génère cette librairie. Donc, les basiques des Lifecycle, bon, tout développeur Android, il devrait connaître à peu près comment ça marche, les fragments et les activités. C'est un peu long. Je ne vais pas m'arrêter là, mais il faut connaître les principes des qu'est-ce qu'on passe quand l'activité est créée, quand elle passe dans un état de pause ou quand elle est arrêtée. Je vous laisse deux liens très utiles. L'une où il y a les schémas précédents. Il y a une autre pour voir aussi les interactions des cycles de vie selon les opérations d'un utilisateur. Nous, on va se focaliser notamment sur les configuration change et les process lifecycle en soi de l'application. Donc, d'un côté, on a les configuration change qui sont notamment la rotation de l'écran, les changements de langage qu'on le Windows et les resized. Et qu'est-ce qu'ils font ces changes? Ils vont aller redémarrer l'activité en question pour adapter toute nouvelle configuration qui a été appliquée au système, au device, et pour savoir s'il y a des ressources alternatives qu'on souhaite appliquer ou pas en fonction de ce changement. Donc, pour une rotation d'écran, basiquement, qu'est-ce qu'on a? La première fois qu'on arrive dans l'application, on passe pour tous les états des callbacks des sets même avec un state qui vient tout récemment d'être créé, pourtant nul. Une fois qu'on fait la rotation en soi, celle-ci va être passée par un pause, ensuite on stop, il va sauvegarder l'état de l'application pour ensuite détruire la view. Une fois que cette rotation est terminée, par exemple, on va repasser par l'onCreate avec tous les states qui étaient déjà dans le bundle qu'on vient de sauvegarder avant de finaliser la rotation. D'un autre côté, les process lifecycle, c'est défini sur Android comme un niveau de priorité où les procès il peut aller récupérer les ressources utilisées par une application. C'est très fortement lié à l'interaction que l'utilisateur a avec l'application. Et le système va aller tuer en premier celui qui sont en plus basse priorité. Donc, il existe 4 types de priorités. La plus haute, c'est les activités qui sont en fond grand, c'est-à-dire que l'utilisateur il est directement
en train d'interagir avec l'application, en train de faire des recherches, des bords de le bon coin, par exemple. Donc, l'OS, il va difficilement aller tuer cette application. C'est plus facile qu'on se mange un out-of-memory exception avant que soit le système en soi qu'il allait le tuer. Par principe du UX, on ne sait pas donner cette expérience à l'utilisateur. La deuxième catégorie, c'est les activités qui sont visibles. On peut donner l'exemple notamment quand on travaille sur des multi-windows, que l'application reste visible pour l'utilisateur, mais il n'interagit pas forcément avec. Donc, l'OS, il peut le tuer, il va éviter de le faire par le même principe du X, qu'on ne veut pas faire une sorte de glitch qui tue la fenêtre qui est toujours visible, mais elle peut le tuer encore. En troisième, on a les background activities, et là, on rentre déjà dans la partie que l'OS, il peut déjà tuer l'application à n'importe quel moment. C'est-à-dire l'application, il a passé en background, l'utilisateur ne la voit plus, et il a potentiellement un risque aussi qu'il ne s'en sert même plus dans l'avenir. Et en dernier, il y a une toute dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle un empty process. C'est quand un procès, il est lié à aucun component Android. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fragment, activity, service, broadcast receiver, content provider qui est lié à cette opération. Et donc, il va aller tuer le procès au plus vite possible. C'est-à-dire un thread, par exemple, qui fait un appel réseau et qui a aucun composant qui est lié, l'application elle peut être juste tuée et l'appel réseau ne va pas finir. C'est difficile d'arriver à cet état. Probablement, on aura des leaks avant que ça arrive, mais c'est dénominé aussi dans les catégories des process kills. Donc, pour les rotations d'écran, le process kill, la première fois qu'on arrive dans l'écran, on a un state nul. Une fois qu'on passe l'application en background, on va sauvegarder l'état. Quand le process kill il arrive, le système qui va tuer notre application, une fois qu'on revient, on a le bundle qu'on vient de sauvegarder dans la suite des callbacks qu'on a liés. Je prends de l'eau. Une partie qui est facilement trouvée dans certaines applications, il y a une erreur qui est principalement faite par des développeurs qui sont un peu moins expérimentés avec ces notions. C'est des singletons qui sauvegardent un état en fonction d'un parcours dans son application. C'est-à-dire, par exemple, on a une activity A qui va aller lire certaines informations pour les stocker en mémoire dans un singleton, et une activity B, il va les consommer. Bon, si jamais notre application elle passe en background, par exemple, et le système il décide de tuer notre application, probablement on se retrouvera avec un crash lorsqu'on restaure le procès. Parce que toutes les données qui ont été faites par l'activité 1 et sont disparues, donc on n'en a plus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ajouter des informations dans l'instance de state? Dans l'activity, on a juste 3 callbacks pour faire cela. C'est assez facile. On create qui c'est pour récupérer le dernier état de ce bundle. On save instant state pour rajouter des informations dans le bundle qu'on reçoit par paramètre. Et on restore instant state qu'on reçoit aussi le bundle dans le cas d'une restauration. Ce dernier, il n'est pas trop utilisé. Ça dépend des cas, mais on peut utiliser juste en create pour récupérer et en save state juste pour sauvegarder. Dans les cas du fragment, on a un peu plus des callbacks qui nous fournit le save state. Dans les deux premiers, ils sont très fortement liés à le procédé vide et la view en tant que tel. Et pourtant, en conséquence, on ne va pas forcément travailler avec. Ce qu'on laisse avec 3 méthodes, qu'on soit le dernier en saving state, on va l'utiliser pour sauvegarder l'état, et les deux premiers, qui en fonction de notre cas d'utilisation, on va utiliser l'un ou l'autre. Qu'est-ce que c'est l'intérêt d'utiliser l'un ou l'autre? C'est conceptuellement au choix d'usage, mais dans l'implémentation elle-même, on trouve que quand on passe à l'estate create de notre application, enfin notre fragment, pardon, c'est logique, il va être implémenté linéairement.
C'est-à-dire que l'activity create, il va juste aller dire, OK, j'ai créé mon activity, je vais notifier mes listeners et ensuite, je vais restaurer la view data. Donc, par exemple, pour les cas d'un edit texte, peut-être les changements, on veut les écouter une fois qu'on a restauré la view. Et par exemple, par l'exécute d'un view modèle, on veut l'exécuter aussi dans la restauration ou l'action ou les actions des changements d'un edit texte. On veut les écouter aussi dans l'un ou l'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Vous pouvez poser vos questions si vous voulez. Donc, on a la méthode en save in save state. Mais qu'est-ce qu'il fait vraiment par défaut? En save in save state, par défaut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sauvegarder la hiérarchie des views, l'état de hiérarchie des views de façon récursive. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais chaque view Android, elle a la possibilité de override aussi cette méthode, histoire d'encapsuler le comportement et faire que chaque élément soit restaurable par lui-même. C'est important aussi de connaître que l'état de chaque component UI est, comme on disait, encapsulé et n'est pas partagé entre les différents éléments. Ça veut dire que moi, dans mon activity, je ne peux pas vraiment aller sauvegarder l'état des autres views ou des autres fragments et comme ça. Un autre élément important, c'est que les comportements dans Saving State, au moment qui est appelé, a changé à partir de l'API Py. Et à partir des Py, elle est toujours appelée après l'onStop. Et avant cela, c'était toujours appelé avant de l'onStop, mais on ne savait pas vraiment si c'était avant ou après l'onPause. Ce qu'en termes d'implémentation facilite beaucoup la tâche parce qu'on n'a pas vraiment faire des checks si elle était sauvegardée déjà ou pas, et ça simplifie un peu la logique. Donc, par défaut, qu'est-ce qu'on trouve dans son bundle, dans le saving state? C'est comme on disait, tout ce qui est la hiérarchie des views, les states de hiérarchie des views. Par exemple, dans la capture qu'on voit à droite, on a l'edit texte qui sauvegarde automatiquement son texte. On a les recycleurs qui sauvegardent les positions et des autres éléments. Et on a la button bar qui sauvegarde aussi les boutons sauvegardés. Dans ces bundles, aussi, on trouve un ID d'autofill pour autofill manager pour remplir les formulaires. Et aussi, on se retrouve avec les states de notre fragment manager qui nous permet de régénérer les fragments de façon automatique sans devoir refaire les transactions de ces mêmes fragments. Un truc qui n'est pas géré par un CV Instant State, que je croyais qu'il était en fait, c'est les intent et par conséquent les extras d'un activity et aussi les arguments d'un fragment. Ces éléments, ils peuvent survivre les configuration change et aussi la mort du procès, mais que si ils ont été implémentés au démarrage de l'activity ou à la transaction du fragment. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en fait, c'est d'ailleurs que si j'ai start mon activity, cet intent, il va être réutilisable après la mort du procès. Donc, que si je fais un set intent, il va mourir. Également pour le fragment. Donc, comment est-ce qu'on gère vraiment le state UI? Il y a plusieurs éléments. On peut retrouver beaucoup des technologies ou des façons de faire, notamment l'on-save state dont on parlait, les live data pour les configuration change, stocker des choses dans le share et bref, les view modèles, SQLite, Singleton, etc. Mais on peut catégoriser ces trois éléments dans ces trois ici présents, notamment les view modèles et live data pour les configuration change, l'on-save state pour la mort du procès et la persistance locale pour des données qui vont aller après la mort du procès quand l'utilisateur il souhaite tuer l'application manuellement. Donc, selon les besoins, évidemment, il faut bien choisir qu'est-ce qu'on va utiliser ou pas. Et dans cet tableau, on fait un peu la différenciation entre les trois. On peut les trouver dans la documentation. Donc, ViewModel, on sait que le stockage, il est en mémoire, du coup, il est volatile. On sait qu'en saving state, il est sérialisé au disque, chose qu'on ne savait pas avant. En fait, c'était un peu curieux. On ne savait vraiment pas où c'était l'instance sauvegardée. Et la persistance qui soit va au disque, soit au cloud.
Donc, pour le premier, le view model, il va survivre à le changement de configuration, le deuxième aussi, et le troisième conséquence aussi. On sait que view model, il n'est pas capable de persister à la mort du procès parce qu'il est en mémoire, du coup, il disparaît. Mais en saving state et la persistance locale, il le permet. Par contre, ni ViewModel ni en saving state, ils vont sauvegarder des données si un utilisateur volontairement il est sorti de l'application. Pour ces cas-là, il faut utiliser le stockage du device ou le network. Et aussi, chaque élément de ces trois, il vient avec ses propres limitations. Donc, le ViewModel, les objets complexes, ça va, du moment qu'on a de la mémoire libre dans le device, la mémoire vivante. Pour on-saving state, il est censé d'utiliser que des primitives ou des objets assez petits ou basiques qui implémentent l'interface parcellable et aussi une limitation en taille de ce qu'on peut sauvegarder ici. Actuellement, il est 1 méga, 1 méga de mémoire, mais celle-là, elle est partagée par toutes les transactions dans le procès. Donc, il faut faire très attention à ne pas dépasser cette limite. En fonction du USUI très complexe ou de tout ce qu'on sauvegarde, il faut faire attention. L'idée, il faut limiter au max les informations qu'on y met. Et bon, pour le disque, la limite, c'est l'espace on device ou la quantité des appels à network qu'on veut faire. Et en dernier, on a le temps d'écriture ou lecture. Le view model, c'est la mémoire, donc très rapide. En saving state, c'est un peu plus long parce qu'il y a de la sérialisation et l'écriture dans le disque. Et la persistance ou l'appel réseau, ça peut être encore un peu plus long. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tester un process kill? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'SDK ou librairie pour faire des tests automatisés pour la mort du procès dans tous les cas. Avec Activity Scenario, on peut traiter quelques configuration change. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est d'unitister les sorties et les entrées de notre méthode en saving state et faire confiance à l'OS qu'il va bien les sauvegarder, en tous les cas. Et bon, en troisième aussi, on a des manual testing qui c'est un peu plus répandu et qu'on peut le faire aussi. Donc, pour les options manuelles, en premier, il y a l'option dans Keep Activities, dans les options développeur. Il faut faire attention avec cette option parce qu'elle va tuer l'activité que tu as abandonnée, mais il ne va pas vraiment tuer le procès. C'est-à-dire que l'instance de la classe application elle va continuer à être en mémoire. Par conséquent, ton PID, elle va pas changer. D'ailleurs, une histoire vraie, c'était qu'une fois, moi, j'étais dans une application et des paiements en ligne très connus, en fait. Et je voulais faire mon paiement et ça m'a envoyé dans mon application de ma banque. J'ai accepté, tout s'est passé bien dans l'application de ma banque, super, le paiement est accepté. Je revenais et ça marchait pas. Et comme ça, c'était automatiquement. Et bah, j'ai eu un éclair et en fait, c'était parce que j'avais cette option. Et bon, pas tout le monde gère ce truc. C'est pas la faute, je blâme personne, c'est juste que des fois, on oublie de faire cette management. Une autre option très populaire, c'est de kill l'application depuis le log 4. Comment est-ce qu'on fait ça? En étant dans notre application, on l'abandonne, on presse sur Home, et on fait clic sur Terminer ta application dans Android Studio, petit carré rouge. Ça va terminer l'application, on n'a qu'à relancer notre application et ça devrait marcher. Par contre, à partir d'Android 4, ça a changé. Il n'y a plus de kills, c'est un force stop et donc ça ne marche plus vraiment. Je ne connais pas vraiment la raison pourquoi ils ont fait ça, mais si vous saviez, vous pouvez m'envoyer un petit R ou pas. Les autres moyens, c'est de le tuer avec ADB. Pareil, le même processus, on envoie un back, on exécute la méthode pour kill et on relâche notre application. Comme ça, on peut tester. Ou sinon, un peu plus flemmard, on peut simuler l'interaction avec notre ADB, c'est-à-dire on envoie le bouton Home, on quitte notre application, on fait Recent App 2 fois et ça va repopper notre application. Et en dernier, c'est arrivé il y a juste 2-3 jours, je ne dis pas le 10, il y a un thread sur Reddit sur un mec qui a fait un outil pour automatiser ça. Ça va lancer une notification qui nous permet de tuer notre application, tout simplement en envoyant un exit process du procès. Et bah, comme ça va permettre de générer le stack par lui-même.
c'est un peu acquis. C'est pas très bien documenté comment ça marche en vrai, mais c'est super intéressant le code. Je vous invite à visiter le fil déjà et aussi le repo. C'est vraiment pas très grand et c'est super instructif. Bon, c'est le moment d'aller toucher un peu du code en fait. On va montrer déjà comment on peut implémenter un fragment qui sauvegarde l'état. Donc le but, c'est vraiment faire un fragment qui va juste être restaurable après le process kill avec l'UI qu'on avait précédemment. Et pour ça, on va diviser en 2 étapes. Juste créer une implémentation basique de ViewModel qu'on peut retrouver de tous les jours. Et en deuxième étape, le faire survivre au process kill. Donc, on crée l'implémentation basique. On a une activity qui va créer un fragment en checkant si la saving state est nulle, c'est-à-dire la première fois qu'on arrive. Si c'est le cas, on fait la transaction pour replacer les fragments. Sinon, on laisse au fragment manager gérer. Côté fragment, qu'est-ce qu'on a? On a les callbacks de ces cycles de vie, des cycles de vie de saving inside state. En premier, on va observer les données qui viennent des résultats de la data du ViewModel pour le bind à notre UI. Et en deuxième, on va bind l'action pour faire la recherche dans notre ViewModel. Côté ViewModel, c'est basique. Basiquement, on a un repository avec un live data qui on va stocker les résultats. Et on a une fonction qui va faire la recherche et le stocker dans notre live data. Donc, basiquement, ça. On a les live data qu'on va binder directement à notre fragment. Donc, cool. Ça survit le configuration change. Mais si jamais on passe un background et notre système il est killé, bon, on n'a plus les informations. On a besoin donc de gérer l'instance et sauvegarder celle-ci. Donc, on va implémenter cela. On va faire que notre fragment il puisse survivre au process kill. Pour cela, comme on disait, on a les 2 méthodes pour recevoir l'instance si elle a été sauvegardée et la deuxième pour savoir, et pour stocker cette instance dans le système. Donc, basiquement, qu'est-ce qu'on va... Oui. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si jamais on a un saving state qui vient d'un process intérieur, on va le checker, on va le binder directement dans notre UI en le récupérant du bundle. Et quand on souhaite le sauvegarder, on va récupérer la dernière valeur de le live data et on va le mettre dans le bundle. Il y a 2 raisons pour laquelle pas faire ça. Bon, la première, comme on disait tout à l'heure, on peut se manger un transaction tout large à cause d'une liste trop longue et des objets trop complexes. Et la deuxième, c'est que le ViewModel, il n'est pas du tout au courant que la restauration elle a été faite. C'est-à-dire que le live data, il n'a pas été mis à jour à la restauration. Donc, si on fait en rotation à nouveau, ça va peut-être disparaître. Donc, comment est-ce qu'on pourrait remédier ça? On va déléguer ces opérations au ViewModel. Et côté ViewModel, qu'est-ce qu'on va faire? Un peu la même chose. À la sauvegarde, on va sauvegarder cette liste. Et à la restauration, on va mettre la liste dans le live data elle-même. Bon, là, il reste le problème de la transaction tout large, mais aussi que la méthode en view state restore, elle va être appelée aussi à chaque changement de configuration. Donc, entre guillemets, c'est un peu useless et ça peut avoir ou pas d'impact en fonction de comment on écrit notre view. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On va créer une instance privée au ViewModel où on va mettre nos informations. C'est-à-dire que quand on va sauvegarder notre instance, on va mettre cette instance dans le out-state passé par paramètres. Mais quand on fasse en recherche, on va pas appeler, sauvegarder la liste de nos chansons, mais la donnée qu'on utilise pour faire la recherche, pour ensuite faire la recherche. Ce qui nous permet que quand l'activité est créée, on va récupérer toutes les données qui viennent de ces récréations
Et on va checker si la valeur de recherche il existe pour la refaire ou pas. Donc, il y a quand même toujours le même problème, en fait, du côté qu'on n'a plus des transactions tout larges, mais en fait, comme on activity crate, c'est appelé à chaque rotation, on va refaire la recherche encore une fois. Donc, c'est un peu embêtant. On a juste besoin que cette recherche elle soit elle soit faite quand, quand le view model va être instancié et pas vraiment à chaque changement de configuration. Donc, on va bouger l'instance state et cette méthode à l'initialisation de notre view model. C'est-à-dire que juste à l'initialisation, on va faire la recherche ou pas et le bundle va être injecté à la création de view model. Ce qui nous laisse avec un view model avec ça, on a juste besoin du callback en saving state de la partie de nos composants UI. Donc, cool. En fait, si ça arrive la mort du procès, on le survit. Super bien. Maintenant, on va parler de qu'est-ce que c'est le module des Save and Stay State pour ViewModel et qu'est-ce qu'il nous permet de faire en fait. Parce que là, on faisait toute la partie manuelle des passages des bundles, mais celle-ci nous permet aussi d'abstraire aussi tous les appels des callbacks qu'on a entre fragments et ViewModel, notamment le Save and Stay State qui restait à la toute fin de l'exemple précédent. Cette librairie, elle n'est pas si complexe en fait. Il y a juste 4 classes, dont 3 elles sont accessibles vraiment, qui vont communiquer ces informations. Par contre, il s'appuie sur une autre librairie qui s'appelle Save the State, dont aussi 3 éléments ils sont accessibles, mais elles sont déjà implémentées par notre composant app compat de base. Donc, par exemple, ici, on a component activity et fragment de l'app compat qui vont implémenter Save the State Register Owner, qui lui, à l'intérieur, va permettre à chaque fois qu'on fait un on-create ou un on-saving state, communiquer cette opération en contrôleur pour ensuite nous communiquer ou pas le bundle à notre view model. Donc, côté view model, tout à l'heure, on avait cela. dont les opérations du bundle sont ici. On va switcher ça vers la classe Save State Handle, qui est une sorte de map qui nous permet de faire des opérations. Comme on voit ici, on n'a plus besoin de mettre l'instance dans le Save State, parce qu'elle est gérée automatiquement avec la librairie. Donc, on peut l'élever, ce qui nous permet d'avoir juste l'opération à l'init et sauvegarder l'opération dans le search. Additionnellement, comme on voit ici, on a juste des get tel qu'un map, ce qui nous permet aussi, si on le souhaite, de faire un delegate et continuer à traiter notre donnée comme si c'était une variable normale. Donc, c'est plutôt cool. Donc, comment est-ce qu'on fait en fait pour récupérer cet handle, pour l'injecter dans le view model? Avant, on n'a pas montré, mais bon, on passait pour une factory normale de toute la vie pour les view models, dont on a injecté notre bundle pour créer notre view model. Donc, on passait le bundle et la factory par défaut, enfin, qui implémentait la factory par défaut. On va switcher celle-là pour une factory propre à la librairie, qui au lieu de récupérer le bundle, il va récupérer une instance de Save State Register Owner, qui, si vous vous souvenez bien, c'est l'interface implémentée par les activités fragments, et aussi la factory de la librairie. Dans la méthode, elle passe ici les handle state, le save state et handle. Donc, plutôt facile. Donc, nous, on utilise Dagger, mais pour communiquer l'information de comment on bind les register owner à la factory, on a juste à déclarer que ce module, il est contribué dans notre injecteur et faire le bind, tout simplement, de notre main fragment à register owner. Donc, pour récapituler, on a notre composant UI qui sont aucune notion de comment l'instance de state est sauvegardée ou recréée, c'est-à-dire les éléments de on save inside state, on restore state, on create, ils sont plus communiqués avec le view model. Pareil pour le view model lui-même en fait.
D'un autre côté, notre instance state, il est juste une variable ou une map dans notre view model. On a oublié de vraiment s'il est sauvegardé ou pas. Et par conséquent, enfin, tous les callbacks, ils ont été enlevés des view models et des fragments. Mais en conséquence, on a toujours implémenté la factory. Et cette factory, elle doit être implémentée pour chaque view model. Et si cette view model il a besoin des autres paramètres tels des use case ou des repositories, il faut changer la factory à chaque fois qu'on change notre view model. Donc, c'est un peu embêtant. On va chercher comment on peut supprimer cette boilerplate code. Et pour cela, aujourd'hui, le plus répandu, c'est Assisted Inject, qui nous permet justement de générer des factories pour lier les arguments qui sont générés au runtime pour créer une factory, pour créer l'instance de la classe cible. Donc, avant, notre view model, il ressemblait à ça, avec la factory à l'intérieur, à chaque fois. Et ce qui nous permet de faire Assisted Inject, en fait, c'est d'avoir beaucoup moins de code, notamment toute l'implémentation de la factory qui est juste disparue. En fait, pour faire ça, on doit juste annoter notre constructeur comme Assisted Inject. Les paramètres qui ne sont pas vraiment liés au temps des compilations en tant qu'assisted et la factory qui va être marquée en tant que factory Assisted Inject. Comme on sait que ce code va être répliqué pour chaque view model, en fait, finalement, parce que c'est l'assisted factory qui va savoir comment construire chaque view model, on peut généraliser cette factory pour tous les view models, ce qui ressemblerait à ça grâce à des types générifiés en Kotlin. Donc, on va passer le type de view model et la factory qui nous permet de créer ces view models. Donc, donc, ici, on passe la factory et on fait juste appel au create et on les passe le handle. Parce que la sys factory, il connaît déjà tous les paramètres qui sont injectés dans le view model. Ce qui nous permet, en fait, qu'à la toute fin, on a juste un main fragment qui injecte la factory et qui peut déléguer sa création au bind des view models dans le fragment. Et en fait, on a juste cette classe qui est générée grâce à Assisted Inject et à Dagger en temps de compilation, et on n'a pas à écrire à chaque fois le code de tous les factories. On a juste besoin, en fait, de cette main view model et d'écrire la factory qui va avec. Et bon, c'est tout pour ma présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez visiter le code que j'ai laissé pour sa presse dans cet lien. Et bon, n'hésitez pas, mais follow sur Twitter. Je vais voir vos questions. Ok. Je vous laisse un temps pour écrire, voter, ou vous voulez que je remonte tout de suite? Bon, je vais déjà répondre la première. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les cas où le view model est partagé pour plusieurs fragments? Comme on disait tout à l'heure, chaque bundle des sauvegardes d'état, elle est liée à chaque component UI. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment partager l'état, le bundle d'un fragment avec un autre fragment. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment sauvegarder cette instance dans la classe de l'activity. Et dans ces cas-là, ton view model, il va avoir comme save the state register owner ton activity et pas le fragment. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok. J'ai l'impression que oui. En deuxième, Mona, peux-tu préciser un cas réel? Car normalement, le view gère la sauvegarde de ces données et repos gérer les données sur LC, DB, cache HTTP. Dans le bon coin, par exemple, il y a un cas très précis qui c'est quand tu fais un dépôt, tu as un stack des fragments qui vont chacun à son état
et tu as sauvegardé des données dans ce parcours. Notamment, on se rappelle des photos parce que, par exemple, les gens ils vont aller dans l'écran de dépôt des photos, ils vont ouvrir la caméra pour prendre les applications. Il y a des chances que l'application elle soit tuée à ce moment-là. Donc là, il faut s'assurer que l'état est sauvegardé. Par exemple, sauvegarder les URL des ceux que tu as mis en base de données, quoi. Pas forcément le fichier, évidemment, sinon c'est trop lourd. Et tu vas aller récupérer certaines des autres informations dans un repository ou dans des préférences une fois que l'état sera restauré. Je crois que ça répond à la question. C'est du pisco. C'est une boisson nationale pour les talks au Chili. Bon, et sinon, je tiens à vous remercier vraiment pour m'avoir attendu. C'était vraiment sympa. Et désolé pour l'attente, mais vraiment, vraiment merci de m'avoir entendu. Merci. Ciao.